Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 73. Les Giants sont à 8 victoires, 6 défaites, 1 match nul, et donc une défaite contre les Vikings, mais qui résonne quasiment comme une victoire grâce aux résultats des autres équipes. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas parlé, c'était un peu compliqué ces dernières semaines. Joyeux Noël à tout le monde, puisque nous sommes le 26 décembre quand on est en train d'enregistrer ça. Et ça fait plaisir d'être de retour sur le podcast. Ouais, joyeux Noël. Est-ce que tu as passé un bon Noël, Gauthier ? Écoute, excellent. On a bien mangé, on a été très gâtés, à l'exception d'une victoire des Giants. Alors, ça aurait été beau de se qualifier là. On y a cru jusqu'à la fin. Alors, moi, j'avoue, j'ai regardé le match en différé. Puisque, moi aussi, mais je pense que beaucoup de monde a fait ça. Voilà, je sais qu'il y a quelques vrais qui nous écoutent là, qui l'ont regardé en live, et bravo à vous. Non, mais moi, je me serais fait crucifier au sapin de Noël si j'avais... Pendu en haut du sapin. Sachant qu'il mesure 1m30. Mais toi tu mesures 1m20 donc ça va. Voilà. Mais on va pas parler de victoire morale puisque ça n'existe pas et ça ne compte pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de positifs à tirer de ce match-là. Ouais, on va en parler, mais juste avant ça, rappelons rapidement le Patreon, puisque on remercie... Comme d'habitude, il y a les incontournables, Jimmy Novak, Vincent Scholler, Fricazoïde, Guillaume D, Yann TBD, Onity Sims et Spinedoni Thomas. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le but et les règles de ce Patreon ? Ouais, c'est la plateforme qu'on utilise pour vous permettre de soutenir le podcast. Vous avez la possibilité de sélectionner différents niveaux d'abonnement mensuel. Alors, il n'y a pas de donation ponctuelle, mais comme on le rappelle à chaque fois, si vous voulez faire une donation ponctuelle, c'est tout à fait possible. Vous vous abonnez, vous attendez d'être débité, et puis après, vous vous désabonnez. Et puis voilà, nous, ça nous aide beaucoup pour les frais de fonctionnement du podcast. Et puis pour ceux qui n'ont pas les moyens de participer, c'est pas grave. Rien que vos pouces bleus, vos commentaires et tout, ça nous fait énormément plaisir et ça nous aide à avancer dans cette superbe aventure qui est le Only a Giant Podcast. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, pour vous remercier, rien que pour les gens qui nous écoutent, on va organiser et rester donc concentrés. Au milieu de ce podcast, on va faire un petit concours pour faire gagner le livre, le dernier... Comment il s'appelle le livre déjà ? Putain, j'oublie à chaque fois. A Giant Win de Tom Coughlin, voilà, qui vient de sortir. J'ai vu qu'il y avait certains anciens joueurs des Giants qui étaient en train de le lire parce qu'ils ont posté ça sur les réseaux. Et donc, on vous fera gagner ce livre. On va vous poser une question tout à l'heure au milieu du podcast et donc restez concentrés. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match ? Donc, défaite, si je dis pas de bêtises, 27-24, c'est ça ? 27-24, qui s'est joué à la dernière seconde avec un field goal qui nous crucifie. Mais ça, comme je disais sur Twitter, on a l'habitude. Ça nous est arrivé contre les Eagles il n'y a pas très longtemps sur un field goal de 61 yards. Ça nous est arrivé contre les Panthers sur un field goal de 63 yards de Graham Gano d'ailleurs à l'époque, qui nous a crucifié lui aussi à une seconde de la fin. Donc voilà, on arrive à tenir ces Vikings qui sont une des équipes en forme de la NFL. Ils ont un très beau bilan, donc ça fait partie des choses positives. Tu parlais de la victoire morale, on peut aussi parler des défaites des autres équipes, puisque dans la chasse à ces places de play-off, on a les Seahawks qui ont perdu, on a les Lions qui ont perdu, les Packers qui ont gagné, donc qui reviennent à 7-8, c'est potentiellement jouable pour eux aussi. En tout cas, voilà, nous avec 8 victoires, 6 défaites, une égalité, on est pour l'instant juste devant les Commanders qui sont à 7-7-1, et comme je l'ai dit sur Twitter, une victoire contre les Colts ce week-end nous permettrait de nous qualifier directement en play-off. Ou une victoire contre les Eagles. Mais bon, on va plutôt miser sur une victoire contre les Colts. Bizarrement, je vais plutôt viser les Colts. Qui sont une équipe un peu bizarre d'ailleurs, ces Colts, mais on en parlera peut-être juste pour finir le podcast. Comment tu as vécu ce match, toi ? Tu disais victoire morale, est-ce que tu as des choses positives à en ressortir de manière globale ? Écoute, de manière globale, je dirais qu'on n'a jamais été vraiment à la ramasse. On a su se créer de superbes occasions, tant en attaque qu'en défense. Je pense que notre défense a d'ailleurs été globalement très bonne sur le front seven, mais par contre l'arrière c'était catastrophique. On avait quand même Justin Jefferson. Voilà, j'allais dire, on s'est frotté à deux personnes qui sont Justin Jefferson et TJ Hawkinson, qui sont Adam pas des rigolos. Ouais, mais Adam Thielen, il fait une réception 6 yards, mec. Ouais, il était plutôt silencieux, et puis il y a aussi le running back Dalvin Cook qui est très très bon. Donc en fait, voilà, c'était pas une équipe qui était à la rue, mais il y avait des moments
où ça craquait. Il y avait des moments où en attaque, tu vois, je pense notamment à la très belle réception de Daniel Bellinger, qui attrape le ballon, qui a 15 yards, et bam, fumble. On était en train de remonter le terrain, on allait potentiellement égaliser, et le ballon repart chez les Vikings. Bon, on les a Ouais. limités à 3 points, mais c'est une occasion manquée. On a McLeod qui, pareil, à un moment, avait les mains sur le ballon pour une interception, il la drop. Il y a le drop de Richie James en fin de match sur un third down qui nous aura permis de prendre de l'avance. Enfin bon, Ouais. il y a toute une série d'occasions manquées qui, au final, nous ont coûté la victoire. Oui, exactement. Et je vais pas refaire ce que j'avais fait dans le podcast il y a 2-3 numéros où j'avais listé l'ensemble de tous les points sur lesquels on s'était un peu raté. Mais effectivement, tu les as cités. Il y a aussi l'interception de Cordell Flott qui, alors là pour le coup, Adam Thielen joue bien le coup parce qu'il essaye de lui retirer des mains. On en reparlera peut-être quand on parlera un peu de la défense, mais il y a eu effectivement quelques points comme ça. L'interception de Daniel Jones où il force un tout petit peu sa passe alors qu'il fait un bon match. Bref, on avait l'occasion de les battre, hein, très clairement. C'était l'occasion de faire un beau cadeau de Noël à tous les fans des Giants. C'est pas passé, il s'en est fallu de peu. Voilà, c'est pas grave. Nos chances sont encore là, on est encore devant et on a encore très largement les chances de se qualifier. Globalement, quand même, si je dois parler on va peut-être commencer par l'attaque. 445 yards au total, c'est un gros match. C'est pas souvent qu'on fait des matchs avec autant de yards gagnés. Daniel Jones nous fait un match à 30 passes complétées sur 42 passes tentées, 334 yards, un touchdown, une interception et un rating de 92,8. Si on enlève cette interception, qui est... bon, je pense qu'il envoie un tout petit peu derrière, peut-être qu'il force un peu aussi. C'est une très belle action défensive, faut le reconnaître. Enfin, c'est-à-dire que, Belle action défensive, voilà, c'est vrai. la passe aurait pu être en effet un peu plus en avant, mais c'est-à-dire que je pense que si c'était pas Patrick Peterson, un autre DB l'aurait pas forcément intercepté, l'aurait peut-être dévié, la passe Ouais, l'aurait peut-être ouais. défendu, mais l'aurait pas nécessairement intercepté. Alors après, c'est vrai que c'est pas le Patrick Peterson des grands soirs. Il Voilà, s'est fait un peu malmener par Isaiah Hodgins, hein, c'est assez dingue. Ouais, et puis il commence à être un peu plus âgé, hein. Il est pas dans son prime non plus, donc c'est aussi normal. Mais voilà, je pense aussi qu'on a un peu forcé, j'ai senti quelques passes un peu forcées sur Isaiah Hodgins, qui a été l'homme fort, hein, clairement. Isaiah Hodgins, il fait, je rappelle, receveur qu'on a été récupéré, je crois, dans le practice squad des Bills. Il nous fait 8 réceptions, 89 yards sur 11 passes lancées. On a aussi Richie James qui fait 8 réceptions, 90 yards sur 12 passes lancées, mais il nous fait 2 drops un peu dégueulasses, donc malheureusement ça ternit un peu son bilan. En tout cas, Isaiah Hodgins qui est une très belle trouvaille qui a marqué son troisième TD. Qui a marqué son 3e TD déjà en 7 matchs, donc c'est très très intéressant. Je le sens bien dans les joueurs qu'on peut garder pour l'an prochain. Lui et Darius Slayton, autant Richie James, j'y crois pas trop, autant Hodgins et Slayton en receveur 3 à 4 de la rotation, peut-être 2, voire pourquoi Ouais, j'aurais pas. dit 2-3, tu vois, j'aurais mis Isaiah Hodgins numéro 2 et Slayton en slot receiver. Ah, j'aurais plutôt vu 3 et 3 bis, mais je suis pas sûr qu'on arrive à aller chercher un receveur 1 et un receveur 2, ça me paraît beaucoup quand même en une Déjà, intersaison. commençons par un receveur 1, ça nous changerait énormément la vie. Ah, c'est clair. Je vois encore, à chaque fois, chaque semaine, je vois les receveurs des Eagles qui se retrouvent à 15 yards du premier défenseur. Je me dis, mais c'est pas possible, si on avait ça serait quand même vachement plus simple. Et sur quelques ballons contestés aussi, ce serait aussi beaucoup plus simple si on avait des receveurs qui avaient des meilleures mains, mais bon, et aussi des DB, hein, puisque je crois que dans l'équipe, il n'y a pas grand monde qui a des mains finalement cette année, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà, Hodgins nous fait un bon match, et globalement, cette attaque qui a beaucoup tourné à la passe, alors que rappelez-vous, on l'a dit beaucoup de fois, ça a été notre force, c'était la course. Cette fois-ci, Mike Kafka a décidé d'avoir un plan de jeu très tourné vers la passe, et ça s'est plutôt bien passé, puisque 334 yards, c'est quand même un beau match de la part de Jones. Oui, complètement. Je pense qu'il a fait un maximum avec les armes qui étaient à sa disposition. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je crois qu'il maximise tout ce qu'il peut maximiser, en fait, Jones, actuellement. Alors, il y a quelqu'un qui a tweeté, alors il n'y a pas de stat à l'appui, on va dire que c'est plus du ressenti qu'autre chose, mais je suis assez d'accord avec ce tweet de ce journaliste, je sais plus qui c'était, qui a dit personne n'a fait autant que Daniel Jones avec aussi peu cette saison. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a. C'est pas Dan Orlovsky, un ancien QB, je crois. Vas-y, ouais, peut-être. Mais en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que Daniel Jones n'a jamais eu un Kenny Golladay des grands jours. Son meilleur receveur en commençant la saison, c'était censé être Sterling Shepard, qui a dû faire 2-3 matchs avant de se blesser. La cata. Sterling Shepard est toujours sur la touche à faire la cheerleader, mais ça aide pas à attraper les ballons. Non. Ce que je veux dire, c'est que
tout ce qu'on reprochait à Daniel Jones pendant ses premières saisons, qui pour une partie étaient des critiques complètement justifiées, prend pas assez soin du ballon, peut manquer de précision, mauvaise poche, etc. Eh ben, il a corrigé énormément de ses problèmes cette saison, et il a montré qu'il pouvait être productif malgré l'absence d'armes. Et d'ailleurs, il a montré qu'il pouvait être productif malgré une ligne offensive qui était bonne. Parce que, il faut le rappeler, on n'en a pas encore parlé, mais Evan Neal, sur ce match, notre rookie, drafté au premier tour, fait une prestation absolument dégueulasse en pass protection. Ça fait plusieurs matchs qu'il est très très voilà. bon. Donc il est vraiment en peine en ce moment, Evan Neal. Alors on se rappelle d'Andrew Thomas aussi qui avait beaucoup de difficultés et ça s'était réglé au fil du temps. Donc moi je m'inquiète pas trop pour Neal, ça va s'améliorer. Il y avait une défense des Vikings en face qui est quand même relativement bonne. C'est pas forcément la plus forte qu'on ait rencontrée, mais elle est quand même assez bonne. Et en fait Daniel Jones, on le sent en confiance dans sa poche. Parfois il se fait un peu attraper par des blitz, mais il tient bien son ballon. Sur le fumble, c'est vraiment pas de la faute de Jones, parce que quand on regarde, c'est Neal qui se fait complètement il se fait bouffer, larguer, et Jones n'a pas le temps de se mettre en sécurité, ne voit pas le rusher, perd le ballon. Heureusement, Evan Neal récupère le là, fumble. ça arrivait trop vite. Ça arrivait beaucoup trop vite. Et d'ailleurs, il y a eu, je sais plus, il a complété une énorme passe, je pense que c'était sur Rich James, où en fait tu vois littéralement les deux edge rushers qui ont extrêmement bien timé le snap. Ouais, c'est sur Rich James, sur une slant pass. Ils ont très bien prévu le snap, et ils sont déjà sur Daniel Jones alors que Thomas et Neal sont battus. Et Jones, en fait, se débarrasse du ballon à temps, qui passe à Richie James. Attends, mais en fait, c'est pas sur le drop, le fameux drop de fin de match, il me semble que c'est ça. Ah, peut-être. J'ai pas vu s'il avait la pression tout de suite, mais sur cette passe-là, oui, il la lance très très vite, effectivement, et Richie James la drop de manière assez sale. Mais j'ai pas vu au niveau des edge rushers si enfin, c'est passé. En tout cas, pour en revenir à Jones, ça fait 2-3 matchs, et on parlera aussi de Saquon Barkley après peut-être, mais ça fait 2-3 matchs que je me dis ça va être super chaud cette intersaison de négocier des extensions pour ces deux joueurs. Ouais, alors justement, c'est un peu la question que je voulais te poser. Là, je suis en train de regarder les stats de Jones sur la saison. Il est à 3028 yards pour l'instant. Il a 1 yard de plus que sa meilleure saison qui était à 3027 en 2019. Il est à seulement 5 interceptions, c'est vraiment pas beaucoup. 13 TD, c'est pas beaucoup non plus, mais bon, on met pas énormément de points, donc c'est aussi assez logique. Donc voilà, 13 TD, 5 interceptions, et il a un rating de 90,7 qui est aussi son meilleur rating. Il avait 87,7 sur sa saison rookie. Là actuellement, de plus en plus de gens pensent, et moi j'en fais partie, que il a fait largement ce qu'il fallait, et à chaque match ça se démontre un peu plus, pour être re-signé ou au moins avoir une saison supplémentaire et être tagué. Moi je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait le taguer pour voilà, ne pas s'engager sur un contrat à plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, tu vois, tu signes sur 5 ans, je sais pas quoi, je pense que t'en es pas là, mais par contre t'as largement de quoi le taguer et lui donner une année supplémentaire. Effectivement, si tu le tagues, tu le payes un peu plus à l'année que si tu le signes sur beaucoup d'années, mais au total, tu t'engages moins, donc c'est quand même vraiment plus intéressant, et en plus, on aura du cap space, donc ça devrait pas trop être un problème. Je sais pas, toi, ta vision, là, est-ce que tu penses qu'il a fait assez ? Moi, je dirais que oui. Déjà, là, ce qu'il a proposé, et si on lui donne encore plus d'armes l'année prochaine, enfin, ça peut être que positif. En tout cas, je préférerais continuer avec un Daniel Jones qui joue très 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 correctement et qui peut te faire gagner des matchs. Il l'a montré, il peut faire gagner des matchs, il est capable de faire des drives de dernière minute, que d'aller prendre un rookie où tu sais pas ce que ça a donné. On voit l'enfer dans lequel sont les Jets en ce moment, qui récupèrent un Sam Darnold, ça marche pas, qui récupèrent comment il s'appelle, Zach Wilson, ça marche pas non plus. Enfin, ils ont une équipe qui est très forte, mais ils ont pas de QB, et le fameux QBL comme disent les Américains, l'enfer des QB où tu as un effectif correct mais tu t'en sors pas parce que t'as pas de QB. Avec Daniel Jones, je pense pas qu'on se retrouve dans ce cas-là, donc moi je serais tout à fait d'avis à le conserver et à le taguer cette saison. Ouais, alors en fait je sais pas si il vaut mieux taguer Daniel Jones et signer une extension à court terme avec Saquon Barkley, ou l'inverse, parce qu'en fait moi je suis vachement dans cet état d'esprit, je me dis il faut absolument qu'on garde les deux. J'entends déjà les gens qui disent on re-signe pas un running back, blablabla. Ouais, moi je suis dans cet avis, hein. Très honnêtement, je pense qu'il faut pas signer Saquon Barkley, même si je l'adore, mais... Ah non, enfin... on en reparlera en détail pendant l'intersaison, mais en tout cas si on se concentre sur Daniel Jones,
Le taguer, ça devra nous coûter environ 31,5 millions Ouais. pour une année. Mhm. Donc si on avait levé l'option de sa 5e année, il nous aurait coûté, je crois, 23 millions, donc beaucoup moins cher. Alors, je reproche absolument pas à notre GM de ne pas de pas avoir levé son option, parce qu'en fait, il débarquait dans l'équipe, il connaissait pas Daniel Bah Jones, oui, etc. c'est ça. Et en fait, c'était un pari. Et c'était un pari à 8 millions de dollars, en quelque sorte, où tu disais, C'est bon, ça. bah, si ça marche pas, on le dégage, on recrute un rookie. Si ça marche, on le taguera. Et ben là, on en arrive à ce stade de se dire, bah, il faut certainement taguer Daniel Jones et puis après, lui faire signer une extension. Alors, quand on regarde ce que coûtent les quarterbacks aujourd'hui, je crois que c'est Aaron Rodgers qui est à 50 millions par an. Il aura jamais 50 millions par an. Tellement ridicule. C'est complètement ridicule. Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, peut avoir un contrat proche de ce que Kirk Cousins ou Jared Goff gagnent, c'est-à-dire aux alentours de 35 millions par an. Mais c'est Euh, compliqué ces situations de quarterback, hein, parce que tu signes, regarde Kyler Murray, je crois, il a été re-signé un super contrat, et puis il est blessé, il a pas si bien joué que ça, l'équipe est pas ouf. Enfin, Bah, ils Le ont, QB, c'est vraiment le poste fatidique, il Oui, faut mais pas te bon, foirer, quoi. Kyler Murray, ils auraient dû mettre une clause Call of Duty qui lui interdit de jouer à Call of Duty pendant la saison. Et voilà, quoi, c'est... Le euh, close Call of Duty, t'imagines, ce serait rigolo, ça. non, mais... oui, oui, non, mais attends, et c'est tout comme Kenny Golladay. Kenny Golladay, il y avait énormément d'upside, et on se disait, ça vaut la peine de mettre... On était, Hmm. toi et moi, convaincus que c'était Hmm. notre prochain Plaxico Burress, et puis le Ouais, gars, c'est clair. dès qu'il a eu les poches pleines d'argent, il a arrêté de bosser, il a rien foutu. Et peut-être que ce serait ça avec Daniel Jones. Ça me surprendrait énormément que ce soit un gars qui se dise bon, c'est bon, j'ai mon fric, je touche plus rien. D'autant plus que si tu lui donnes le franchise tag, en fait, il a 31 millions que pour un an. Donc il doit quand même se battre une année, démontrer une année de plus qu'il est capable d'être compétitif s'il veut décrocher un énorme contrat. Ouais, alors de toi à moi, on me fait jouer à NFL, on me donne 31 millions, je joue même pas 2 saisons, je joue une et je prends les 31 millions, puis j'ai fini ma carrière, hein. Je suis très bien toute ma vie avec 31 millions, mais bon. Ouais, mais je pense Si qu'il y a c'était beaucoup. qu'une question d'argent, je veux dire, c'est voilà, il y a Ouais. pas que ça non plus, c'est aussi les joueurs ont évidemment l'argent c'est important pour eux, mais ils ont autre chose derrière la Bah, ils ont le tête sens et de la compétition. Je pense bien que sûr, un évidemment. Daniel Jones, son rêve, ce serait en effet, comme beaucoup de quarterbacks, d'aller au Super Bowl, faire des saisons All-Pro, etc. Ils ont un sens de la compétition qui est complètement hors norme. Mm, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de Daniel Jones, je m'étais noté aussi qu'il vient de battre le record du nombre de yards gagnés à la course par un quarterback des Giants en une saison, alors qu'il reste 2 matchs encore. Alors oui, ils en parlaient pendant le match, mais je Ouais. me demandais qui avait ce record et c'était pas. Ça doit pas être Eli Manning, je pense pas. Non, mais à mon avis, ça devait être Fran Tankerton, Ah oui, il courait lui, qui est un d'accord. joueur des années 70, qui en Ouais, fait, non, même avant, des années 60, qui avait été récupéré des Vikings, qui a fait quelques saisons chez nous et il courait énormément. C'était aussi un d'accord. excellent passeur. Et puis après, il est reparti chez les Vikings. D'accord. Bon, bah Voilà, écoute, pour la peut-être. En petite tout cas, histoire. voilà, maintenant le recordman, c'est Daniel Jones, qui a dépassé les 600 yards à la course. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur cette attaque qui a été quand même. Moi, un truc qui m'a marqué aussi, c'est qu'on a visé peu de receveurs. On a lancé la balle que sur 5 receveurs différents. Bellinger, Barkley, Slayton, Hodgins, James. Voilà, donc ça montre aussi que nos options sont extrêmement limitées. Bah, c'est peu de receveurs pour toi, ça? Pour moi, Bah, ça c'est. fait que 5 receveurs, c'est pas beaucoup. Regarde les. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, ils en ont lancé sur 7 receveurs. Et ça arrive que les quarterbacks complètent sur 8, 9 receveurs différents, hein. Ouais, enfin En pour moi. comptant les tight ends, hein, bien sûr. Oui, oui, non, bien sûr, mais en fait, pour moi, ça me semblait. 5, moi je trouve que c'est pas beaucoup. Ça me Après, semblait être dans la norme, mais peut-être, oui, ok. bon, ça montre juste qu'on n'a pas non plus pléthore de receveurs et qu'on peut distribuer à droite à gauche. Voilà, on n'a pas 10 000 options. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression on a trouvé en Isaiah Hodgins quelque chose d'intéressant, mais du coup, on a un peu forcé sur lui sur ce match. C'est un peu dommage. Voilà, Darius Slayton qui fait un match aussi intéressant, 4 réceptions, 79 yards, avec une très belle réception de 32 yards où il gagne. Une fois qu'il a un peu d'espace, il court quand même vachement vite, Darius Slayton, et il est assez intéressant. Voilà, donc bon, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur cette attaque. Moi qui fait un très bon match, hein, et qui aurait pu largement marquer plus de 24 points s'il n'y avait pas eu à chaque fois en plus territory dans le terrain des Vikings où on aurait pu marquer des points, au moins des field goals, un fumble, une interception, ce genre de bêtises qui fait que derrière, eh bien, on marque que 24 points.
Bon, Ouais, encore une fois, on dépasse pas les 30. non, encore une fois. Et on est, il me semble que tu le disais pendant le dernier podcast, on est l'une des franchises qui a la plus longue période Ah sans avoir bah, dépassé les 30 c'est la points. franchise. Ouais. Et tiens, d'ailleurs, pour en revenir à nos stats, en fait, Daniel Jones, il avait déjà battu le record de Giants qui avait le plus de yards à la course, Ah bon? puisque en 2020, il fait 423 yards. Donc en fait, là, tu vois, je suis sur les leading rushers par saison Ouais, de... mais est-ce qu'ils ont des stats qui remontent assez longtemps? Ah oui, 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 ils ont toutes les stats. Et en fait, donc, dans cette liste, tu trouves énormément de running back, bien entendu. Donc tu as 2022, 617, 2020, 423. Et en fait, le prochain quarterback, c'est donc bien Frank Tarkenton, qui en 1967 avait 306 yards en 14 matchs. Mais non, mais c'est pas possible. Ils viennent de dire qu'il a battu le record. Mais le record de qui? Parce que là, je te dis, C'est chelou. euh, Bah, il faudrait revoir. Il faudrait aller vérifier non, ça parce que. Pro Football Référence, c'est la référence justement en termes de stats, hein, sans mauvais jeu de mots. Non, mais là, Je suis assez sûr de cette stat-là. ça veut dire que le deuxième, il a 400 yards, il est à 600. Ils ont annoncé sur le match qu'il venait de dépasser le record. Écoute, il y a Bon, je sais pas. Non, mais à un moment, je veux dire, les commentateurs étaient pas très bons parce qu'à un moment, il y a... Non, si, il y a un moment... Parce que il y a- non, mais moi, je me suis fié aux commentaires. Hein, c'est pour ça que je te dis Oui, ça. Donc, t'as mais il peut-être y avait, en raison. fait, il y avait l'un des commentateurs qui arrêtait pas d'appeler le right tackle des Vikings, qui s'appelle O apostrophe Nei 2 L. Il arrêtait pas de l'appeler Evan Neal. Alors Ah que oui, c'est d'accord, ok. alors que Ok. c'est O'Neal. Donc en Ok. fait le type Ouais. était de base pas très bon. Non, mais là je veux dire sur ça je suis assez Ok. confiant Eh bah. dans ce que nous dit Pro Football Reference. Eh ben écoute, on te fait confiance. Alors on arrive, on a même dépassé le milieu du podcast, on va parler de la défense. Et donc c'est le moment du concours dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc à gagner le livre de Tom Coughlin. Et vous allez devoir répondre à la question qu'on va vous poser. Alors il y a deux possibilités, soit vous répondez en MP sur Twitter, parce que le but c'est pas de mettre la réponse à tout le monde, même si voilà, bon, je pense que vous allez réussir à trouver en cherchant un petit peu le résultat, mais donc soit en MP sur Twitter, soit en commentaire sur la vidéo YouTube du podcast. Voilà, donc j'irai voir les deux, je prendrai toutes les bonnes réponses et on fera un petit tirage au sort pour faire gagner ce livre. Thiergo, est-ce que tu peux nous dire quelle est la question à laquelle doivent répondre nos auditeurs pour espérer remporter ce lot? Bien sûr, eh bien on a décidé vu que alors on avait dit qu'on faisait ça ce concours après une victoire des Giants, on n'en a pas eu. Enfin, il y en a eu. Bah, il y en a eu, mais j'étais tout seul et mais donc je l'ai pas voilà, fait. j'étais pas là, c'est de ma faute. J'étais assez pris par déménagement ces derniers temps. En fait, là, on s'est dit que vu que c'était un match Giants-Vikings, on allait vous faire refouiller un peu dans les archives des Giants. En 2000, les Giants ont rencontré les Vikings au NFC Championship. Et la question est tout simplement quel était le score de cette rencontre. Donc on vous dit pas qui a gagné. Et à Mais vous de vous devez chercher. le savoir puisque voilà, il y a eu Ah le oui, Super en Bowl. plus si vous arrivez à le faire, à le dire de tête sans être obligé, sans aller chercher, c'est encore mieux quoi. Mais bon. Ouais, ce score est connu puisque voilà, il y avait une pâtée qui a été mise d'une équipe sur l'autre, qui a été au Super Bowl derrière et qui a perdu d'ailleurs. Mais bref, en tout cas, c'était un match assez mémorable. Si vous le connaissez pas ce match, je vous invite à le regarder. C'était un bon souvenir avec Kerry Collins, Amani Toomer, Ike Hilliard. Voilà, c'était l'année où il y a eu une super saison de la part des Giants. Voilà, donc le concours pour gagner le livre, je vous rappelle, vous répondez soit en message privé sur Twitter, soit en commentaire de la vidéo sur YouTube. Voilà, la défense, alors, moi j'ai quand même un truc à dire global, de manière générale, à la fois sur l'attaque et la défense, c'est que on disait que Daniel Jones a optimisé ce qu'il a fait avec ses receveurs, etc., mais je pense que de manière globale, les coachs arrivent de manière assez incroyable à tirer le meilleur de leurs joueurs en attaque et de leurs joueurs en défense. C'est assez fou que ce qu'on arrive à faire quand on voit qu'on... Alors, Justin Jefferson, oui, il fait 12 réceptions, 133 yards. Oui, TJ Hawkinson, il fait 13 réceptions, 109 yards. Mais globalement, je trouve que le match est assez solide. Et si on arrive à intercepter Cordell Flott, donc le cornerback rookie du 3e tour, qui fait une interception, je rappelle l'action, il y a une passe lancée sur Adam Thielen, il passe devant, il l'attrape. Et ce qui est donné sur le jeu, d'ailleurs, c'est interception. Ouais. Et donc, il faut, pour pouvoir overturn cette décision,
que ce soit ultra évident que la balle touche le sol au moment où il l'attrape. Je trouve pas que ce soit si évident que ça sur le ralenti. Bon, en tout cas, les arbitres décident d'annuler l'interception, mais je pense que voilà, ça peut changer le match. Je crois qu'à ce moment-là du match, on mène 13-10 d'ailleurs. Donc si on récupère la balle, qu'au derrière, imaginons on va marquer un TD, 20-10, c'est plus le même match. Donc bon, voilà, un fait de match qui fait que c'est un peu pénalisant pour nous, mais voilà, je trouve que globalement, les coachs arrivent à tirer énormément de leurs joueurs, et cette défense qui est privée de beaucoup de monde fait des choses assez extraordinaires. Même si on prend 27 points, je trouve que c'est très correct contre une équipe des Vikings qui a une attaque assez forte quand même. Bah, les coachs font du bon coaching. Tout simplement. Et le problème, c'est qu'on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude à New York parce que depuis Tom Coughlin, et puis même pendant la fin de l'ère Coughlin, hein, il n'avait pas forcément toujours les bons coordinateurs qui mettaient les bons joueurs au bon endroit. Mais ça faisait très longtemps, en effet, qu'on n'avait pas eu un coaching staff aussi compétent. Et quand on voit... Enfin, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début du match, il montrait les joueurs de défense qui était titulaire, et la secondary, en fait, à part Julian Love, ce ne sont que des backups. Il n'y a plus Adoree Jackson, il n'y a plus Xavier McKinney. Il n'y a plus Xavier McKinney. En linebacker, on n'a personne. Donc, tu parles des DB là ? Oui, je parlais des DB, mais c'est vrai que hein. c'est aussi applicable aux linebackers. Hein, donc, c'est, on est vraiment en train de... En fait, c'est ça ce qui est assez incroyable avec cette équipe, c'est que en défense, mais aussi en attaque, on arrive à être compétitif malgré pas mal de blessures à différents postes et des seconds, voire des troisièmes couteaux. Donc on a un coaching staff derrière qui arrive en fait à mettre ses joueurs dans les bonnes positions. Et bon, malheureusement, ça passe pas contre certaines équipes compétitives comme les Vikings qui sont en meilleure santé que nous, qui exécutent mieux, mais qui ont des receveurs quand même très dangereux. Hein, qui ont des receveurs extrêmement dangereux. Et tu disais justement, Justin Jefferson, c'est certes 12 réceptions, mais Justin Jefferson, il y a au moins 4 ou 5 réceptions où le ballon est envoyé beaucoup trop loin, et lui il est complètement il fait on lui envoie 16 fois le ballon, donc voilà, il y a 4 passes où il est démarqué, mais la passe est mauvaise parce qu'il y a une pression de malade qui est mise sur Kirk Cousins. De toute façon c'est la marque de fabrique de notre défense, il n'y a pas de doute, on blitz à fond, Wink Martindale le fait, d'ailleurs ça lui a été un tout petit peu reproché sur le dernier drive, mais je pense qu'il a eu raison de continuer sur ce quoi il était lancé. Moi, le pire, tu sais, sur les derniers drives où là où ils vont mettre le field goal, c'est quand tu la joues trop défensive et tu mets pas assez de pression et du coup tu te prends des yards gratos. Tu te dis mince, on aurait dû être un peu plus un peu plus offensif et aller mettre un peu plus de pression sur le QB. Donc là, il a continué à le faire. Oui, il s'est fait manger un petit peu et oui, ça finit par un field goal quand même assez long, donc bon voilà, mais c'est notre identité en défense, c'est de mettre la pression et d'envoyer des blitz venus de nulle part, donc il a raison, il continue à le faire. Moi, ça marche plutôt, en tout cas ses résultats et ce que fait cette défense depuis le début de l'année avec les joueurs qu'il a, je trouve que c'est assez exceptionnel quand même, de manière globale. Oui, non, mais on a, enfin maintenant qu'on a justement de retour Aziz Ojulari depuis quelques matchs. Ouais, alors il vient de se blesser, hein. J'avais pas noté qu'il s'était blessé. Il s'est blessé à la cheville, et alors il avait pas l'air très inquiet. Pas dit qu'il soit dispo quand même au prochain match. Ce serait assez dommage de perdre Ojulari tout de suite, puisque Ojulari Thibodeau c'est quand même assez cool. Et c'est ce que j'allais dire. En fait, ça fonctionne super bien. Et on sent quand même que les attaques se concentrent pas mal sur... Ils ont l'air d'avoir beaucoup plus peur de Thibodeau, parce que l'action va de l'autre côté assez souvent, ou alors Thibodeau va avoir 2 joueurs sur lui. Et de toute façon, tu peux pas faire du double team sur tout le monde, hein, c'est impossible. En fait, c'est ça. Mais c'est ça ce qui est bien avec cette défense, c'est que si tu voulais faire du double team sur Ojulari et Thibodeau, et Leonard Williams qui fait un sac et demi sur ce match. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, si tu laisses... donc, mettons que tu mettes un guard et un tackle sur chacun des rushers, tu laisses un centre contre Dexter Lawrence et Leonard Williams. Oui, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas tenable. Donc, admettons même que tu mettes un tight end et un tackle contre un running rusher. Tu peux aussi rajouter un running back. Et un running back, au bout d'un moment, t'as plus de receveur en fait pour attraper le ballon. Mais c'est ce qui nous arrive, Thiago. C'est notre problème en attaque, c'est qu'on est obligé de
protégeait beaucoup puisque notre line est quand même un peu en galère. Donc on n'a plus trop de monde sur qui lancer les ballons. Donc on doit faire avec ça depuis plusieurs années déjà. Donc, tout à fait. C'est clair que c'est un problème, ça c'est sûr. Donc, et J. Edward aussi qui est pas en reste, qui est quand même très intéressant, je trouve, comme joueur. D'ailleurs il met 3 QB hits encore J. Edward sur ce match. Donc, en fait lui typiquement, alors c'est pas un titulaire, je le vois pas du tout comme un titulaire qui peut faire plus de 75% des snaps, mais c'est bien de l'avoir dans la rotation parce que quand t'as justement un titulaire qui a besoin de se poser un peu, il est capable d'avoir un impact sur le terrain et il est leader vocal aussi. Voilà, et il est très bon à la course, très bon aussi en tant que edge rusher. Donc ouais, non, c'est bon de l'avoir ce gars-là dans l'équipe. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette défense ? Non, moi, c'est vraiment le gros point noir, c'est cette interception qui aurait pu pour moi tout changer. Je me demande combien de matchs, parce que sur les derniers matchs, on fait quoi sur les derniers matchs ? Attends que je reprenne. Depuis la bye week, on a fait une victoire contre les Texans, ensuite défaite, égalité, défaite. Donc ça fait, en 4 matchs, ça fait 3 défaites, une égalité. Heureusement, cette victoire contre les Commanders qui fait beaucoup de bien, et ensuite défaite contre les Vikings. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de défaites d'affilée, mais je me demande, ça correspond beaucoup aussi avec la blessure d'Adoree Jackson. Voilà, est-ce qu'il peut revenir contre les Colts ? En tout cas, ce serait vraiment très cool. Il nous manque beaucoup, et ne pas avoir de cornerback 1, voire ne pas avoir non plus de cornerback 2, et d'avoir uniquement un cornerback 3 ou 4, c'est... Forcément, c'est un petit peu plus difficile pour faire des victoires, donc je me demande s'il n'y a pas 2-3 matchs là-dedans qu'on aurait pu un peu titiller de manière un peu plus évidente, notamment ce match des Vikings qui était prenable. Le match des Vikings, le premier match des Commanders aussi, où en fait, c'est encore une fois une affaire de beaucoup d'opportunités manquées. Et le match des Lions, en fait, c'est un peu plus difficile parce que je crois que les Lions ont vraiment joué bien au-dessus de leur niveau moyen. Et ont su. C'était justement, on s'était dit, c'est dingue, cette équipe qui est incapable de défendre la course. On réussit à arrêter notre jeu de course complètement. Je crois qu'on était en dessous de 100 yards. Donc ils avaient très bien préparé ce match-là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter sur cette défense avant qu'on parle très rapidement du match contre les Colts ? Non, écoute, je pense qu'on a dit l'essentiel. Et puis, juste une petite note sur les special teams. On a un punt bloqué. Gillian qui se fait bloquer parce qu'il y a pas eu une bonne protection. Mais sinon, à part ça, pas grand-chose à dire. Ouais, le punt bloqué, oui, tiens, on n'en a pas parlé, mais t'as raison. Punt bloqué qui est problématique. Par contre... c'est pas de sa faute si le punt est bloqué, avant qu'il fasse un truc, une pirouette pour se libérer, puis ensuite faire un punt. Ça, c'est vrai que c'est assez problématique. Globalement, je me demande si le coach des special teams n'est pas un peu sur la sellette, qui était le seul coordinateur qui était resté de l'année dernière, McGahey, et qui fait pas du boulot exceptionnel cette année, à mon avis. Je pense pas qu'on le reverra l'an prochain. Par contre, Jamie Gillan, sur ce match, il a encore été assez énorme, et je disais qu'il était assez régulier, mais là, ça fait 2 matchs de suite où il t'envoie des missiles, où on est en galère très loin dans notre terrain, et il arrive à envoyer, il fait des kicks de 60-65 yards. C'est, quand il est en forme, ce mec, c'est vraiment le Scotty Hammer, il porte bien son nom. Le problème, c'est la régularité, mais s'il arrive à régler ça, c'est quand même un joueur assez D'ailleurs, t'as vu le punter des Vikings ? Non, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il est énorme. Il a un Ah oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce mec ? Oui, tout à fait. Et en fait, apparemment, en université, on l'appelait The Fridge. Le frigo. Et ouais, en fait, tu dis, mais comment ce gars est en NFL ? Il a l'air d'être en moins bonne forme que moi. Oui, mais bon, il punt, mais il faut qu'il court, etc. quand même. C'est assez... attends, c'était Janikowski aussi, le kicker gaucher des Raiders, qui n'était pas non plus en très grande forme. Et on a eu un QB qui est malheureusement décédé aussi. Lorenzen. Qui lui aussi était très très gros. Lefty. Voilà. En fait, c'était marrant parce que c'était un gars qui était, il était grassouillet en étant NFL. Ouais, grassouillet, t'es gentil. Hein. Non, mais c'était le meilleur de sa forme. Et puis après, il a été dans une sorte de ligue. C'était pas l'Arena Football, mais quelque chose comme ça. Mais ouais, un truc dans le genre, ouais, tout à fait. Il faisait genre 160 kilos. Il était Non, mais c'était un all-line, le mec. Ah non, mais il était obèse. et il envoyait d'énormes passes. Enfin bon, il est décédé il y a quelques années, en effet. Alors, les Colts qui sont sur une série assez dégueulasse de 4 défaites consécutives. Leur dernière victoire, en fait, ils sont sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une victoire en 8 matchs. Donc bon,
C'est pas la folie. Ils ont battu les Raiders 25-20, mais les Raiders, ils sont absolument en galère aussi. Ils ont fait un match contre les Vikings qui était complètement fou. Pas cette semaine, la semaine d'avant, parce que cette semaine, ils n'ont pas encore joué. D'ailleurs, tiens, ils jouent demain, en fait. Bah, ils jouent le 27. Ils jouent ce soir, voilà. On est le 26. Ouais. Ah oui, mais ce sera... Oui, d'accord, c'est dans la nuit. Donc, ils jouent ce soir, en fait. Ouais. Donc, on va voir ce que donne le match contre les Chargers. J'espère qu'ils vont se faire marcher dessus pour qu'ils arrivent complètement la tête dans les chaussettes contre nous. En tout cas, voilà, c'est une équipe qui est ultra prenable. Ils sont à 4 victoires, à 9 défaites, une égalité. L'égalité, c'était au tout premier match contre les Texans, les Texans sont pas non plus une équipe incroyable. Ils ont perdu 24-0 contre les Jaguars en tout début de saison. Enfin bref, leur coach s'est fait virer. Ils ont récupéré un coach sorti de nulle part pour... Jeff Saturday, qui était le centre de Peyton Manning, et qui était... Juste avant de se faire embaucher par les Colts, il était coach d'une petite équipe de lycée qui s'était fait battre assez salement, et il est arrivé et il a battu je sais plus quelle équipe, mais ouais. Non mais c'est C'était les Raiders, d'ailleurs. C'était les Raiders. C'est très bizarre ce qu'ils ont fait. Donc là, il est sur 4 défaites consécutives, 17-16 contre les Eagles. Bon, alors, pour le coup, 17-16 contre les Eagles, c'est plutôt bien. 24-17 contre les Steelers, 54-19, ils ont pris 54 pions contre les Cowboys, mais les Cowboys mettent beaucoup de points, les Cowboys qui viennent de battre d'ailleurs les Eagles cette semaine, et 39-36 contre les Vikings, donc c'est pas non plus gratos, ils se défendent, les Colts, mais il y a très largement moyen d'aller battre cette équipe qui n'a plus rien à jouer, clairement, le coach, je pense pas qu'il soit là l'année prochaine. Donc je pense que tout le monde a un peu rien à foutre chez les Colts, mais bon, ils continuent à jouer crânement leur chance pour essayer de récupérer 1 ou 2 victoires d'ici la fin de saison. Je vais regarder attentivement ce qu'ils vont faire cette nuit contre les Chargers, et puis voilà, en tout cas, on a très largement moyen de battre cette équipe. Bah, ils ont un double désavantage, c'est que non seulement ils ont une semaine courte, mais en plus ils doivent se déplacer chez les Giants. C'est vrai. Ils sont pas chez eux. Alors ils traversent pas le pays. Enfin, quoique si, ils traversent le pays, Non, pardon, je te dis une bêtise, puisqu'ils jouent pas à Los Angeles, ils jouent chez eux. Ah, ok. Donc ils jouent à Indianapolis. Mais bon, voilà. Comme tu dis, c'est un match qui est prenable, et c'est peut-être notre seule chance de nous qualifier en play-off. Ouais, alors attention, même si on peut se qualifier en play-off sans rien gagner jusqu'à la fin de la saison. Hein. C'est possible, en fonction de ce que font les équipes adverses. Oui, mais si on veut rester maître de notre destin, on a tout intérêt. Si on veut rester maître de notre destin, on gagne cette semaine, on passe à 9-6, et derrière, il n'y a plus personne qui peut nous emmerder. Les Seahawks sont pas sur une très bonne lancée non plus, qui sont à 7 victoires, 8 défaites. C'est voilà, vraiment ceux qui peuvent encore prétendre à se qualifier, c'est les Commanders, les Seahawks, les Lions et les Packers. Quand ils sont juste derrière nous. Quand ils pensent en début de saison, on n'aurait jamais imaginé 8 victoires. Mais non, c'est sûr. Jamais. Non mais là, même si on fait 8-8-1, mec, c'est top, c'est une super ça veut dire qu'en fait on a un bilan neutre, ce qui est pas courant maintenant dans une saison de 17 avec matchs. Un nombre impair, oui c'est ça. Mais ouais, non, c'est assez incroyable. Non, ce serait très cool, et par contre c'est vrai que ce serait, même si je l'ai dit déjà sur Twitter, c'est pas un objectif en soi d'aller jouer les playoffs, on en est tellement proche maintenant que ce serait un peu triste de pas jouer les playoffs, et rien que pour le fait de se dire les Giants sont de nouveau en playoffs, avec une compétition très serrée avec les Eagles, les Cowboys, les Giants et les Commanders, où tout le monde est en bilan positif. Les Commanders sont à 7-7-1, mais cette NFC Est, voilà, les Cowboys ils sont déjà qualifiés, ils sont à 11 victoires, 4 défaites, et les Eagles ils sont à 13 victoires, 2 défaites. Donc elle est très très relevée cette conférence de NFC Est. Donc voilà, ce serait très cool, et c'est même possible que ce soit les 4 équipes de NFC Est qui arrivent à se qualifier. Donc écoute, ça ce serait aussi assez rigolo. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Est-ce que tu as un mot pour la fin, et puis on va s'arrêter là ? Écoute, à part remercier encore une fois nos auditeurs pour leur fidélité, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, bienvenue, hein, même si c'est la fin du podcast. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou une note si vous êtes sur Spotify ou une autre plateforme de podcast. Et puis n'oubliez pas non plus de répondre à ce jeu concours. On en parlera du résultat au prochain épisode. Et on espère le prochain épisode qui soit un podcast de victoire, qui signifierait une qualification en play-off pour les Giants. Voilà, à très bientôt, bonne fête de fin d'année encore à tout le monde, et à la semaine prochaine pour Only Giant Podcast. À plus tout le monde, salut. Salut.